Donc, bonjour à tous et bienvenue à cette septième et dernière séance du cours sur les logiques de programme. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de logique pour les langages fonctionnels et plus généralement pour l'ordre supérieur. Alors la question à laquelle j'aurais aimé répondre, au moins en partie aujourd'hui, c'est quelle logique de programme pour les langages fonctionnels, car ce sont des langages qui me tiennent à cœur et aussi au cœur d'un certain nombre de participants à ce cours. Je ne suis pas sûr d'arriver à vraiment répondre d'ici à la fin du cours, mais juste on va quand même donner quelques éléments. Je vais commencer par une question un peu plus légère, qui est faut-il une logique de programme pour un langage fonctionnel ? Et alors il y a du pour et du contre. On pourrait dire non, c'est pas la peine. Programmer dans un langage fonctionnel, c'est déjà écrire des mathématiques d'une certaine manière. Et donc le programme qu'on a écrit, c'est déjà un élément, un objet de la logique mathématique. On peut raisonner dessus directement, on n'a pas besoin de l'interface, du truchement d'une logique de programme. Alors effectivement, c'est vrai si les fonctions définissables dans votre langage sont vraiment des fonctions de la logique ambiante. Il faut que ce soit des fonctions totales, au sens où il n'y a pas de divergence, elles terminent toujours, elles terminent sans erreur. Elles n'ont plus généralement pas d'effet, ne contiennent pas de traits impératifs, par exemple, comme l'affectation ou les entrées-sorties. Et alors des exemples, on en trouve dans les systèmes basés sur la théorie des types. Donc en Coq ou en Agda, les fonctions que l'on peut écrire sont des objets de la logique ambiante, qui est la théorie des types. Et on peut raisonner directement dessus avec des énoncés et des démonstrations de la logique ambiante. Il n'y a pas besoin d'un triplet de Hoare. Là où on pourrait vouloir spécifier la fonction f avec une précondition p et une postcondition q, c'est juste écrire dans la logique de Coq ou de Agda que pour tout x, p de x implique q de x et le f de x, par exemple. Donc pas besoin de logique de programme dans ce cas-là. Et j'aurais envie de dire, dans tous les autres cas, oui, probablement une logique de programme peut être utile. Donc tous les autres cas, c'est si votre langage fonctionnel est doté d'effets. Et alors effet, c'est bien sûr l'état mutable, c'est les entrées-sorties, mais c'est aussi les erreurs à l'exécution, c'est aussi tout ce qui est contrôle, flow de contrôle un peu inhabituel, comme les exceptions, les continuations, les effets algébriques. Et puis ça inclut aussi la possibilité de diverger. Ne serait-ce qu'avoir des fonctions récursives générales qui peuvent diverger sur certains arguments. C'est déjà un effet, c'est déjà quelque chose qui n'est pas directement décrit par la logique ambiante. Alors oui, on peut raisonner à la main sur des programmes fonctionnels avec effet, par exemple avec une traduction monadique, mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'une logique de programme adaptée pourra donner des principes de spécification et de raisonnement de plus haut niveau. Alors un petit exemple. Si vous devez raisonner sur l'état mutable, alors oui, on peut faire des calculs impératifs en Coq. J'en ai fait quelques-uns dans ce compilateur CompCert, par exemple, qui est quand même programmé et vérifié en Coq. Mais quand j'ai besoin d'un état mutable, par exemple un graphe qu'il faut construire en ajoutant incrémentalement des arcs, on écrit des fonctions qui sont des transformateurs d'état, donc des fonctions pures, qui prennent l'état avant et qui vous rendent un résultat, une valeur, et un état après. Et énoncer et démontrer les propriétés de ces calculs est particulièrement pénible. Donc ça, c'est le genre de code qu'on trouve dans de spec qu'on trouve dans certaines parties de CompCert. Ce que je suis en train de dire, donc, c'est que si je pars d'un état initial S avec une adresse X qui est valide dans S et que j'appelle F avec l'argument X et l'état initial S, alors j'obtiens l'état final S' et un résultat Y qui est lui aussi une adresse qui n'est pas valide dans S mais qui est valide dans S', donc sous-entendu qui a été alloué pendant l'exécution de F. À l'adresse X, dans l'état final, on a 0. À l'adresse Y, on a l'ancienne valeur de X. Et toutes les autres cases mémoire sont inchangées. Bon. Donc 4 lignes peu lisibles. Et en logique de séparation, vous écrivez ça en une ligne. D'accord ? Si x contient n avant, alors après, x contient 0 et y contient n, y étant le résultat. Et en particulier, le côté et tout le reste n'a pas changé, est automatiquement pris en compte par la logique de séparation. Alors, un autre exemple que j'aime bien aussi, c'est quand vous devez raisonner sur la non-terminaison. Vous avez des algorithmes récursifs généraux, vous n'arrivez pas ou vous ne voulez pas prouver la terminaison. Alors il y a plusieurs représentations possibles. On en avait vu plusieurs dans un cours l'an dernier, le 30 janvier.
Une que j'aime bien, c'est avec de la coinduction, en utilisant la monade de partialité de Capretta. Donc ce type delay de A qui représente un calcul d'une valeur de type A, mais qui peut ne pas terminer. Et du coup, là où en logique de Hoare, on aurait juste écrit un triplet faible, P, C, Q, sous-entendu, C peut ne pas terminer, mais si C termine, alors Q est vrai, ça va devenir une implication comme P flèche safe de C et de Q, où safe est un prédicat coinductif qui n'est pas évident et assez délicat à manipuler. Donc voilà des cas où on peut avoir envie d'utiliser une logique de programme, alors soit sous forme de lemme supplémentaire à l'intérieur de votre assistant de preuve, soit sous forme d'un vrai système un peu comme Framassi pour C ou Spark pour Ada, donc qui prend du code écrit en Camel ou en Haskell et qui vous fait des obligations de preuve, de vérification. Et donc dans le cours, on va regarder un peu ces deux angles-là. Donc il y en a un qui est étendre la logique de Hoare ou la logique de séparation pour pouvoir traiter des fonctions, en particulier des fonctions comme valeur de première classe. Et Iris est un exemple, permet de faire ce genre de choses. L'autre possibilité, c'est comment on peut utiliser l'ordre supérieur et les types dépendants, donc les aspects d'ordre supérieur de votre logique, pour présenter autrement les logiques de programme. Et on verra deux exemples, F-star et CFML. F-star suivant l'approche langage dédié avec génération d'obligations de vérification, et CFML suivant l'approche intégration, plutôt intégration dans Coq. Voilà. Et donc, commençons petits, commençons par des fonctions et des procédures du premier ordre. Donc pas encore comme valeur de première classe. Alors, ça a une longue histoire, les procédures en logique de Hoare. Ça a été une des premières extensions de la logique de Hoare, et il y avait une motivation pratique qui était de vérifier l'algorithme quicksort de Hoare. En particulier, donc quicksort est récursif, donc il fallait vraiment pouvoir raisonner sur des procédures récursives. Et après un certain nombre d'extensions donc de la logique initiale de Hoare, Hoare et Foley ils sont arrivés en 1971. Alors c'est intéressant parce que ça met en place un principe de modularité du raisonnement. Les procédures, c'est là pour réutiliser du code et pouvoir s'en servir dans plusieurs sites d'appel. Est-ce qu'on peut spécifier la procédure une fois pour toutes, la vérifier une fois pour toutes et réutiliser cette vérification à chaque site d'appel? Ou bien faut-il réexpanser la procédure à chaque site d'appel et la revérifier en fonction du contexte? Et puis ça a posé aussi plein de questions de sémantique des liaisons de variables, des mécanismes de passage de paramètres, qui sont des choses un peu compliquées. Donc dans Algol 60, il y avait 2 mécanismes de passage de paramètres. Dans Algol 68, ils en ont rajouté au moins un autre, voire 2. Et à chaque fois, ça a pris du temps pour comprendre la sémantique de ces différents mécanismes. Et quand on fait une logique de programme avec des procédures, on est vraiment obligé de clarifier ça. Alors je vais vous faire une présentation qui n'est pas du tout chronologique, parce que les règles arrivées au début des années 70 pour les procédures en logique de Hoare sont compliquées. Il y a plein de conditions sur les côtés pour contrôler les mutations de variables. Et donc, on va présenter, en fait, on va plutôt partir de notre langage PTR, où les variables sont immuables et pointent vers éventuellement des cases mémoire mutables, et prendre la logique de séparation pour PTR, ajouter les fonctions, voir comment ça marche, et ensuite, rapidement, je vous montrerai comment ça marche pour IMP. Et ça, en fait, c'est une démarche que je tire de cet article de Parkinson et co-auteurs, et qui leur a servi justement à reconstruire de bonnes règles pour la logique de Hoare en s'appuyant sur une interprétation en logique de séparation, où les variables de la logique de Hoare sont vues comme des ressources de la logique de séparation. Alors, prenons donc notre petit langage PTR et ajoutons des fonctions. Alors pas comme valeur de première classe, mais on peut donc définir une fonction, let f de x, c'est les paramètres, égale une commande, in une commande c', et puis on peut appeler une fonction en l'appliquant à un certain nombre d'expressions. Alors c'est des fonctions impératives à la manière du langage C, le corps c'est une commande, donc il peut avoir des effets, et il va aussi renvoyer une valeur finale. Alors un exemple un peu artificiel, une fonction min-max plus qui calcule 3 choses, vous lui donnez x et y, et il vous renvoie la somme, et il place dans M le minimum, petit m le minimum, grand M le maximum. D'accord ? Bon. Et l'idée, comment on spécifie une fonction ? C'est assez simple, on va bien sûr utiliser des triplets de la logique de séparation. Donc ici, la commande, elle est de la forme f appliquée à un vecteur d'argument x. Pré- et post-condition peuvent mentionner x.
les différents paramètres. Donc pour notre fonction min-max plus, par exemple, on peut avoir comme précondition que petit m et grand M pointent vers des cases mémoire valides, puisqu'il faut qu'on puisse écrire dedans, et comme post-condition que la valeur v, renvoyée en résultat, c'est la somme de x et de y, et que m, maintenant, contient le min de x et de y, et que grand M contient le max. Bon, donc voilà une spécification assez lisible. Et en plus, puisqu'on est en logique de séparation, on peut, et même on doit, parler des variables globales ou des variables non locales ou qui ne sont pas des paramètres de la fonction, qui vont se trouver modifiées par la fonction. Si j'ai une fonction incre de d qui modifie un compteur global c, en lui ajoutant la valeur d, et puis renvoie l'ancienne valeur de c, la spec va m'obliger à dire qu'à l'entrée, il faut que le compteur c, donc j'ai le droit d'accéder au compteur c, qui contient une certaine valeur alpha, et qu'en sortie, il contiendra alpha plus d. Alors, les règles pour les fonctions, donc on se donne un contexte, gamma, qui est un ensemble de spécifications de fonctions. L'appel de fonction, c'est de vérifier que... donc f appliqué à des arguments a, on instancie la précondition et la postcondition qu'on trouve dans l'environnement, en substituant les paramètres formels x par les arguments effectifs a, enfin leur dénotation. Et ça nous donne donc la précondition de l'appel et la postcondition de l'appel. Et puis pour définir des fonctions, donc c'est là que c'est un peu plus intéressant, alors c'est des fonctions récursives, j'aurais dû marquer la trek, et parce qu'elles sont récursives, ça veut dire qu'il faut vérifier le corps de la fonction, que le corps de la fonction vérifie bien le triplet P, Q annoncé, en ayant ajouté l'hypothèse que la fonction f de x vérifie P et Q. Donc on suppose qu'on veut montrer pour le montrer, et donc ça c'est la règle de Hoare, que Hoare lui-même a introduite pour la récursion. Donc en supposant que la fonction f, ici sans paramètre, satisfait cette spec, alors on montre que le corps de la fonction satisfait la même spec. Alors pourquoi ce n'est pas circulaire comme raisonnement ? Il y a plusieurs raisons. Il y en a une qui est une lecture co-inductive, donc on est en train de faire une espèce de démonstration par co-induction. Encore une fois, c'est de la logique de Hoare faible, donc on n'est pas en train de démontrer une terminaison. Qui est, on peut utiliser la conclusion comme une hypothèse dans le raisonnement, pourvu que cette hypothèse soit gardée par une ou plusieurs règles de raisonnement. Alors, il y a une lecture qui est plus comptage de pas, on reviendra dessus un petit peu plus tard, qui est, en fait, on veut montrer que ce triplet est valide pour n étapes de calcul, et pour ça, on suppose qu'il l'est pour un nombre strictement plus petit d'étapes de calcul, puisque l'appel récursif il va se faire avec un nombre strictement plus petit d'étapes de calcul. Et puis, il y a une lecture modale, sur laquelle on reviendra un petit peu aussi. C'est cette fameuse modalité plus tard, later, qui a été mentionnée déjà, par exemple, dans l'exposé, dans le séminaire de Jacques-Henri Jourdan la semaine dernière, parce qu'il joue un rôle important dans Iris. Donc, c'est une règle qui veut dire une modalité qui veut dire plus tard P sera vrai. Et la règle de Loeb, c'est que si vous arrivez à montrer P en supposant que plus tard P sera vrai, alors vous pouvez montrer P tout le temps. Alors, un petit exemple de vérif. Alors là, c'est une fonction récursive particulièrement stupide qui s'appelle slowset, qui va mettre la valeur n dans la référence x, mais pas directement. Elle va le faire en incrémentant la référence x fois, d'où la récursion. Donc si n est égal à 0, on met x à 0. Sinon, on s'appelle récursivement sur n-1 et on incrémente x. Bon, c'est pas très futé, mais ça montre ce que j'ai envie de vous montrer. Alors, bien sûr, si on donne un n négatif, ça boucle. Mais du coup, on veut montrer cette spécification. Si x est valide avant, alors x contient n après. Encore une fois, en supposant que ça termine. Et donc, on suppose cette spec pour montrer que le corps de la fonction vérifie ce triplet, donc si x est valide, dans le cas n égale 0, on met 0 dedans, donc x contient 0, c'est correct. Et dans le cas récursif, donc on s'appelle récursivement, donc on peut instancier cette spécification avec x et n-1, et on obtient donc que x contient n-1, et l'incrément nous dit que x contient n. Et maintenant, on peut utiliser ça pour affecter deux variables a et b. Et donc ça aussi, c'est une illustration de l'encadrement. D'accord. Maintenant, on va utiliser deux fois ce contrat, une fois pour A et 2, une fois pour B et 3, et l'encadrement nous dit que l'autre ne change pas. Donc voilà, ça marche très simplement. Alors, je vous avais promis un petit retour vers IMP et vers la logique de Hoare.
Alors, si on essaie de faire un peu la même chose en logique de Hoare, ou pour un langage comme IMP, alors l'idée c'est maintenant on a deux types de paramètres. On a des paramètres var et des paramètres val. Donc ça c'est inspiré de Pascal, je pense, peut-être Algol 68. Donc les paramètres var sont passés par référence, et au moment de l'appel, les arguments correspondants doivent être des variables. Les arguments val sont passés par valeur, les arguments correspondants sont des expressions. Donc l'exemple du min et du max, donc on a deux paramètres passés par variables, m et grand M, et ça en fait c'est des sorties. Et puis deux paramètres passés par valeur, x et y. Et alors on verra qu'on aura besoin aussi de pouvoir déclarer des variables locales à une commande. Donc l'aspect d'une procédure, c'est un petit peu comme ce qu'on a vu avant, c'est un triplet enrichi, donc un triplet, précondition P, postcondition Q, qui peut parler des paramètres x et y, mais on a besoin aussi de garder la trace des variables autres que x et y utilisées ou modifiées par la fonction. Donc il y a des variables utilisées, libres, U, et des variables qui sont modifiées, affectées, V. Et alors c'est important pour la règle de l'appel de procédure. Donc vous voyez que ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on instancie la précondition et la postcondition en substituant les paramètres formels x, y par les arguments effectifs, w et ici alpha. Donc alpha c'est un ensemble de variables auxiliaires qui enregistrent les valeurs des arguments A au moment de l'appel. Et on a besoin de cette condition, donc les paramètres qu'on passe par référence ne doivent pas être des variables globales qui sont utilisées ou modifiées par la fonction, par la procédure. Pardon. Sinon, la procédure, c'est un cas d'aliasing, en fait. La procédure, elle pourrait accéder à une de ces variables de deux manières, soit via un paramètre, soit directement par son nom global, et elle n'a pas été vérifiée sous cette hypothèse. Donc on peut facilement obtenir des résultats faux si cette condition sur les sites d'appel n'est pas vraie. Et puis, pour définir la procédure, c'est un peu comme avant, sauf que, donc, il y a toujours cette idée qu'on va vérifier le corps de la fonction C en supposant que la fonction, la procédure, a le bon triplet. Alors, il y a quelques petites complications. Premièrement, donc, il faut calculer les ensembles de variables U utilisées et V modifiées dans C, ce qui n'est pas trivial parce que dans C, il peut y avoir à nouveau des appels de fonctions. Donc, il faut aussi prendre en compte les contrats des fonctions qui sont appelées dans C pour faire ce calcul. Ensuite, vu que le corps C, il a le droit de modifier les variables Y, donc ici, on fait une copie des variables Y dans des variables locales Z, qui sont inutilisées jusqu'ici. Et voilà. Donc, on y arrive, mais vous voyez que c'est un peu plus compliqué. Et puis, il faut aussi donner une sémantique, une règle de raisonnement pour les variables locales. Et c'est intéressant parce que là aussi, il y a eu quelques petits tâtonnements dans l'histoire de la logique de Hoare. Donc, la règle correcte, c'est la suivante. Si vous avez local x in C, vous voulez montrer ce triplet, eh bien, l'idée, c'est de remplacer x par une variable y qui est fraîche, comme on dit en franglais, c'est-à-dire qui n'apparaît pas dans C, mais qui n'est pas non plus mentionnée ni dans P ni dans Q. D'accord. Et ça, c'est la règle correcte qui correspond à une sémantique de portée statique de la liaison X. Et il y a une autre règle tentante, mais finalement fausse, qui correspond à la portée dynamique, une liaison avec portée dynamique, qui consiste à dire, bon, on va vérifier C en oubliant tout ce qu'on savait sur X. C'est-à-dire que dans les pré- et post-conditions, on remplace X par une variable fraîche. En revanche, on ne touche pas à la variable qui est dans C. Donc vous voyez, au lieu de substituer dans C, on substitue dans les assertions. Et ça enfin, c'est faux, oui et non. Disons que ça correspond à une sémantique de portée dynamique et non pas une sémantique de portée statique. Voilà. Bien. Et donc après cet échauffement, pour le premier ordre, on va passer à l'ordre supérieur. Donc est-ce qu'on peut avoir des fonctions comme des valeurs de première classe dans une logique de séparation? Donc là, on reprend notre langage PTR, et cette fois-ci, on enrichit le langage des expressions en disant on peut mettre des abstractions de fonctions.
Alors on pourra mettre lambda_x.c. Encore une fois, c'est les fonctions impératives, hein, donc le corps est une commande. On pourra mettre lambda_x.c. En fait, on va mettre une forme un peu plus générale qui permet la récursion. Rec f de x égale c. Donc c'est la fonction qui à x associe donc le calcul c. Et à l'intérieur du calcul c, on peut utiliser l'identifiant f pour faire référence à la fonction elle-même. Et du coup, une fonction non récursive, lambda_x.c, c'est la même chose qu'une fonction pseudo-récursive, avec f de x égale c, où f est en fait inutilisé dans c. Voilà, donc on peut abstraire des fonctions, et puis dans les commandes, on peut donc appliquer une fonction, donc une expression à une expression. Et la sémantique est exactement la bêta-réduction habituelle. D'accord, si vous avez rec fx égale c, une abstraction appliquée à une expression a, alors vous réduisez en le corps de l'abstraction, où le paramètre formel devient la dénotation de l'argument, et le f, le nom récursif pour la fonction, devient la fonction elle-même, rec f de x égale c. Donc jusqu'ici, rien de très surprenant. Là où il se passe quelque chose, c'est que maintenant, pour permettre la spécification de ces fonctions comme valeur de première classe, on fait rentrer les triplets de or dans les assertions, ou les préconditions. Donc là, on repart, donc les préconditions P, c'est comme d'habitude, ça peut être une assertion pure, ça peut être une assertion sur le tas est vide, une assertion à l'adresse L, il y a la valeur V, une conjonction séparante, bon, toutes les constructions de la logique de séparation usuelle. Mais ça peut aussi être un triplet de OR, P, c'est Q, où Q, c'est une postcondition, donc une fonction des valeurs dans les assertions. Alors, les assertions triplets sont duplicables. En fait, elles ont une empreinte mémoire qui est vide. D'accord. Et donc, on peut en prendre la conjonction avec elles-mêmes. Et du coup, on s'en sert on s'en sert dans ces trois règles. Donc oui, l'idée, c'est que du coup, on va pouvoir mettre en particulier dans la précondition d'une commande le fait qu'une certaine fonction a un certain contrat. D'accord. Et vu que c'est une assertion pure, on peut en fait sortir cette assertion et donc montrer une implication. Et maintenant, comment est-ce qu'on introduit, comment est-ce qu'on fait apparaître ce genre d'assertion? C'est avec la règle pour l'abstraction récursive ou pour l'abstraction non récursive. On va faire l'abstraction non récursive, c'est déjà plus facile. Donc, pour spécifier une fonction, lambda_x.c, on regarde toutes ces applications possibles à une valeur v. Et donc on essaie de lui donner une précondition et une postcondition qui vont mentionner v. Et la règle, c'est simplement, on raisonne sur le corps de la fonction où le paramètre x est remplacé par cet argument formel v. Maintenant, si on a une fonction récursive, on fait la même chose, mais on a besoin d'une hypothèse supplémentaire. Donc, pour conclure ce contrat pour la fonction récursive, il faut supposer le contrat et montrer qu'il implique que le corps de la fonction, correctement substitué, satisfait le même contrat. Bon, donc tout ça a l'air un petit peu circulaire, mais par exemple, si vous instanciez ça pour juste le premier ordre, on retrouve exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Et ça permet aussi de spécifier et de vérifier des fonctions d'ordre supérieur. Alors je vais en prendre une très simple, la fonction app, qui prend une fonction f et l'applique à la valeur 0. Et on voudrait lui donner la spécification suivante. Si la fonction f est à valeur positive, renvoie toujours un nombre positif, alors app de f va renvoyer un nombre positif, ce qui est assez évident. Mais ce qui est intéressant, c'est comment on l'exprime. Donc on va noter q égale lambda x positif, donc ça c'est la postcondition, renvoie un nombre positif. On voudrait donner à app de f le contrat suivant. Donc pour tout v, f de v satisfait q. Donc ça c'est la précondition de app de f. Ça spécifie f. Et la postcondition q. Et maintenant pour démontrer ça, c'est très simple. D'abord on fait sortir cette précondition, cette assertion pure de la précondition. Et ensuite, on va montrer donc emp app de f q, et ça, on déroule la définition de app de f. Ça revient à montrer que emp f de 0 q, et qui est évident par instantiation de cette hypothèse. On va remplacer v par 0, et c'est bon. Donc voilà. Donc finalement, c'est pas très compliqué.
Un exemple plus intéressant, c'est comment ça peut aider à représenter des objets avec état local. Alors objets au sens des langages à objets, comme par exemple Java. Donc ici, je vous montre un petit code Java qui définit une classe des compteurs. Donc un compteur, ça encapsule un entier qui est local à la classe. Il y a un constructeur qui vous renvoie un compteur initialisé à 0. Il y a une méthode cure qui vous renvoie la valeur courante du compteur et une méthode incre qui augmente de 1 la valeur courante du compteur. D'accord ? Donc vraiment une programmation par objet très simple. Et en fait, on arrive sans trop de peine à implémenter ça dans notre langage PTR. Alors bon, comme c'est un langage de bas niveau, on souffre un petit peu quand même, mais on commence donc par définir une fonction qui alloue une paire et la remplit avec x dans le premier champ, y dans le deuxième champ. Maintenant, notre fonction counter elle va renvoyer une paire de fonctions, la fonction cure et la fonction incre, et ces deux fonctions partagent une variable locale, donc partagent un bloc mémoire qui a été alloué ici, et implicitement initialisé à 0. Donc val, qui est un bloc mémoire initialisé à 0 initialement, la première fonction de la paire renvoie la valeur courante de val, la deuxième fonction incrémente val de 1. Et du coup, à l'extérieur, l'appelant de counter ne voit pas cette liaison de val. D'accord ? L'appelant de counter reçoit juste un pointeur qui pointe vers deux fonctions. Alors comment on va spécifier ça ? C'est un peu à deux étapes. Bon, bien sûr, il faut un prédicat de représentation pour décrire qu'est-ce qu'il y a en mémoire à tout instant. Donc le prédicat, on va l'écrire counter pn et le lire comme à l'adresse p, il y a un compteur dont la valeur courante est n. Alors dans cette implémentation concrète, on va définir ce prédicat comme ceci. Donc il existe deux valeurs de fonction cure et incre et une adresse val, telle que à l'adresse p, il y a la fonction cure, à l'adresse p plus 1, il y a la fonction incre, donc la p est une paire de fonctions. C'est délicieusement bas niveau, la logique de séparation. Il y a un plaisir à lire ces formules à voix haute. À l'adresse val, il y a la valeur n, et on a deux specs pour nos valeurs fonctionnelles. Donc cure appliquée à la valeur triviale unit vérifie ce triplet. Donc si val contient n en entrée, alors en sortie, on a une valeur v qui est égale à n et val contient toujours n. Et puis le triplet pour incre qui nous dit que si val contient n en entrée, alors val contient n plus 1 en sortie. Et il y a une valeur de retour qui est ignorée. Voilà, donc ce prédicat, il expose quand même encore pas mal de choses sur l'implémentation de l'objet. Mais maintenant, on peut montrer ces trois triplets maintenant. Donc la fonction counter, quand vous l'appelez, vous renvoie un pointeur p vers un compteur initialisé à 0. Que si vous accédez à la case mémoire p, donc qui est une fonction et que vous l'appliquez, alors vous passez de l'état counter pn et que vous avez counter pn, alors en sortie vous avez une valeur qui est n et counter pn. Et si vous appliquez la deuxième fonction de la paire, celle qui a l'adresse p plus 1, et que vous avez counter pn initialement, vous avez counter pn plus 1 en sortie. Et maintenant, vous pouvez abstraire sur counter lui-même. Dire, il existe un prédicat counter qui satisfait ça. Et du coup, vos clients, ils ne peuvent pas s'appuyer sur les détails de l'implémentation. En particulier, ils ne peuvent pas aller voir qu'il y a une valeur val qui contient n. Ils sont obligés d'utiliser uniquement ces trois points d'entrée. Et du coup, vous pouvez aussi changer l'implémentation plus tard. Par exemple, vous pouvez avoir une implémentation où l'état interne, c'est pas n, c'est moins n, ou n plus 1, ou toute autre représentation d'un entier. D'accord ? Et les appelants ne vont pas voir la différence si vous avez masqué par un quantificateur existentiel ce prédicat de représentation counter. Donc voilà, donc ça c'est des raisonnements qu'on fait d'ordinaire à base de type abstrait et qu'on peut faire aussi très très bien avec des prédicats de représentation en logique de séparation. Bien, alors je reviens un peu sur cette règle de la récursion, donc la règle de Hoare et puis la manière dont on l'a écrite. Là aussi j'ai mal transcrit la règle. Mais où essentiellement on suppose la conclusion pour montrer que le corps de la fonction vérifie bien le triplet.
Et donc, comment est-ce qu'on démontre la correction sémantique d'une règle comme ça? Donc, d'ordinaire, on s'intéresse aux réductions de la commande. Donc, rec, c'est l'abstraction appliquée à la valeur qui se réduit en le corps de la fonction correctement instanciée. Et, correctement substituée. Et du coup, pour pouvoir appliquer cette hypothèse, on a besoin de montrer ça, qui est le résultat désiré. Donc, d'une certaine manière, la démonstration est en train de tourner en rond. Et. Excusez-moi, j'avance un petit peu plus vite. Oui, non, c'est bon. Je ne suis pas sûr d'avoir la toute dernière version de mes transparents, mais ça va. Bref, on a une démonstration un peu circulaire. On ne sait pas par où amorcer cette récurrence. On a envie de faire une récurrence sur quelque chose, mais on ne sait pas trop sur quoi, sachant que la fonction elle-même peut ne pas terminer. Et alors, une idée, donc, c'est de s'appuyer sur le comptage de pas. Donc, rappelez-vous la définition du triplet de Hoare sémantique. Donc, pour tout état initial H qui satisfait la précondition, la commande C démarrée dans H est sûre pour n étapes. Et quel que soit le nombre n d'étapes, sûr pour n étapes, ça veut dire ne plante pas en n étapes, et s'il s'arrête en n étapes, alors la postcondition est satisfaite. Et l'idée, c'est que si dans C, vous avez un appel de fonction, en particulier un appel récursif à soi-même, il va prendre une étape. Et donc, la fonction appelée, elle a juste besoin d'être sûre pour n-1 étape. Donc il faut qu'elle satisfasse son contrat, mais pour seulement n-1 étape. Et donc, on voit se dessiner la récurrence sur n qui va nous sauver. Et donc, l'idée, c'est que dans la précondition, si vous avez des triplets de Hoare, notamment à propos de la fonction elle-même, ils ont juste besoin d'être vrais à profondeur n-1, et pas forcément dans l'absolu. Et donc, une réalisation de cette idée, un peu pataude, c'est qu'on indexe les assertions par un nombre de pas n. Donc, une assertion, ce n'est pas juste une propriété d'un tas, c'est une propriété d'un tas et d'un certain nombre d'étapes. Alors, pour les assertions usuelles, sur les contenus des cases mémoire, par exemple, on ignore ce nombre de pas, mais on le prend en compte pour les assertions triplet. Et en particulier, une assertion triplet est toujours vraie pour 0 étape. Enfin, il faut que le tas soit vide, mais on ne fait aucune hypothèse sur l'exécution de C, puisque de toute manière, en 0 étape, on ne pourra rien faire avec C. En revanche, donc, ce triplet est vrai pour n plus une case si l'exécution de C est sûre pour n plus une étape, en supposant la précondition vraie pour n étapes. Et du coup, on peut mettre ça dans notre triplet sémantique et avoir un critère qui nous aide à monter la récurrence. Donc ça marche, comme d'habitude avec le comptage de pas, mais c'est un peu pénible, toute cette comptabilité des pas. Et donc la manière plus élégante de procéder, comme je l'ai mentionné très brièvement tout à l'heure, la manière que suit Iris, c'est de se placer dans une logique modale. Donc avec cette modalité plus tard, later, donc, qui permet justement de démontrer des choses par récurrence de Loeb. Et donc en supposant P est vrai plus tard, si en supposant P vrai plus tard, vous pouvez montrer P, alors P est vrai. Mais il y a d'autres utilisations de cette modalité. Par exemple, elle permet de définir des prédicats récursifs, où récursivement on utilise pas P, mais plus tard P. Donc le fait que P est vrai, mais seulement dans un monde futur. Et ça, donc, ça permet de définir des prédicats récursifs, même si on a des occurrences négatives du prédicat dans sa propre définition. Et ça, c'est un cas, des occurrences négatives de later du prédicat dans sa propre définition, alors que les méthodes, ça en fait un prédicat qui n'est pas inductif ou qui n'est pas co-inductif et qui, donc, normalement, on ne sait pas le définir. Et ce que fait Iris, très élégamment, c'est d'utiliser ça pour définir le fameux prédicat safe CHQ. Si C dans H termine, c'est sur un état satisfaisant Q. Il n'y a pas besoin de comptage de pas, il suffit de dire... donc les mondes futurs, ici, ils s'obtiennent en faisant une étape de réduction. Et donc il suffit de dire, si C dans H se réduit dans C dans H', il faut que plus tard, C dans H' soit sûr. Donc, pas tout de suite, parce qu'on a consommé une étape de temps avec notre réduction, mais plus tard. Et donc cette définition de safe et du triplet sémantique valide assez trivialement la règle pour les fonctions récursives, et la démonstration est une simple récurrence de Loeb. Voilà, donc la logique modale nous a sauvé la vie ici. Et du coup, on peut même renforcer nos règles de logique
en introduisant des préconditions, en affaiblissant des préconditions, qui sont plus forcément P, mais plutôt plus tard P. Et donc P implique plus tard P, d'accord, donc on obtient des règles qui sont plus fortes, on a des préconditions plus faibles. Et en fait, c'est à chaque fois qu'une règle correspond à une vraie étape de calcul, on peut décaler d'un cran l'utilisation de la précondition. C'est le cas pour les fonctions récursives, c'est le cas pour les fonctions non récursives, c'est le cas pour une lecture ou une écriture en mémoire. Et ayant ainsi affaibli la précondition, on peut montrer plus facilement des choses, plus de résultats par récurrence de Loeb. Voilà. Donc voilà comment on peut ajouter des fonctions comme valeur de première classe dans une logique de séparation. Alors maintenant, dans la deuxième partie du cours, on va prendre une approche complètement différente, qui est plutôt, on se place maintenant dans une logique où on a de l'ordre supérieur, on a des prédicats d'ordre supérieur, on a éventuellement des types dépendants. Et est-ce que ça nous permet de présenter des logiques de programme un peu différemment et de s'en servir, en particulier pour faire des démonstrations maintenant, des vérifications maintenant interactives de programmes dans des outils comme Coq. Et donc, un exemple de cette démarche, c'est le système CFML d'Arthur Charguero. Donc CFML, ça veut dire Characteristic Formulas for ML, et donc l'idée, c'est de raisonner sur des programmes ML, donc fonctionnels et impératifs, avec un outil qui s'appelle les formules caractéristiques. Alors, c'est quoi les formules caractéristiques? Donc, l'idée, c'est que c'est un élément de la logique qui caractérise exactement un terme de votre langage ML. Alors, on va commencer par des programmes purs, donc sans trait impératif, mais avec quand même des possibilités de divergence et d'erreur. D'accord. Donc dans ce contexte, la formule caractéristique d'un terme, c'est essentiellement son calcul de plus faible précondition. C'est-à-dire, c'est une fonction d'ordre supérieur, vous lui donnez une post-condition et il vous renvoie la précondition. Alors la post-condition, c'est quoi? C'est un prédicat sur les valeurs de t, donc si t a le type tau en ML, alors dans le plongement dans Coq, il va avoir un type t traduit, et donc la post-condition, c'est un prédicat, t traduit flèche propre, et vous donnez ça à votre formule caractéristique et elle vous renvoie une précondition. Donc, autrement dit, à quelle condition t s'exécute sans erreur, et si t termine, la valeur finale satisfait la post-condition Q. Voilà. Donc tout ça est très ordre supérieur, hein, et ça va devenir pire bientôt, mais finalement c'est relativement intuitif, et c'est un peu l'idée d'un calcul de plus faible précondition, mais où on rend vraiment explicite la quantification sur la post-condition. Alors, quelques cas, si votre terme c'est juste une valeur, une constante par exemple, la formule caractéristique, c'est pour toute post-condition Q, il faut que Q soit vrai de la valeur. Fail, qui est terminé en échec immédiatement, la précondition est toujours fausse. Il ne faut pas exécuter fail. Un let, let x égale t in t', eh bien, donc Q, ça va être la post-condition pour t'. Il faut qu'il existe une post-condition pour t, telle que donc, la précondition t de R soit satisfaite, et que cette post-condition R de x implique la post-condition de t' la précondition de t' avec post-condition Q. Si vous avez une conditionnelle sur une valeur booléenne V, donc si V est vrai, il faut que la précondition de la branche then soit vraie, et si V est fausse, il faut que la précondition de la branche else soit vraie. Bon. Donc on retrouve un calcul de plus faible précondition à peu près usuel, sauf que d'habitude quand on fait un calcul de précondition, c'est pour simplifier la formule qu'on obtient, d'accord, et puis se ramener à une formule purement logique, avec plein d'implications dans tous les sens, mais où la structure du programme a été perdue. Et une des idées fortes de CFML, c'est justement de préserver la structure du programme dans la formule caractéristique engendrée. Et pour ça, donc on introduit des combinateurs, alors éventuellement même un petit peu de syntaxe, pour dire par exemple que la formule caractéristique d'un let
x égale t in t', ça va être une combinaison des formules caractéristiques de t et de t' avec le combinateur let. Et le combinateur let, je mets des majuscules pour essayer de le distinguer des éléments de la syntaxe. Donc let x égale une formule caractéristique in une autre formule caractéristique, c'est donc le prédicat qui prend un q et dit qu'il existe un r tel que f de r et r de x implique f' de q. De même, donc pour le retour d'une valeur, renvoyer une valeur, c'est tel combinateur. Échouer, c'est le combinateur qui renvoie toujours faux. If then else, c'est un combinateur aussi. Bref. Et donc, par exemple, si vous partez de ce programme ML, ici, CAML, donc une fonction récursive qui divise x par 2 de manière assez naïve. Donc si x est 0, alors c'est 0. Si x est 1, donc elle exige que x soit pair. Donc si x est 1, c'est une erreur, et sinon elle divise x-2 récursivement, et elle fait plus 1 sur le résultat. D'accord ? Donc c'est une division par soustraction successive de 2. Donc si vous passez ça dans la moulinette CFML, vous obtenez une formule caractéristique qui a cette forme pour le corps de la fonction, et donc qui ressemble vraiment beaucoup au corps de la fonction. On a juste utilisé les combinateurs à la place de la syntaxe concrète. Alors, si vous déroulez la définition, vous obtenez quelque chose de pas très joli, mais qu'on arrive quand même à lire un petit peu. Donc, si x égale 0, alors la postcondition doit être vraie de 0. Si x est différent de 0, mais est égal à 1, alors c'est faux, puisque c'est le cas fail, donc il ne faut pas que ça arrive. Et si x est à nouveau différent de 1 aussi, alors il faut qu'on puisse faire le let. Donc, on a une postcondition intermédiaire R, qui va servir de postcondition pour l'appel récursif et qui va impliquer, j'imagine qu'ici ça doit être un Q, qui doit impliquer la postcondition pour y plus 1. Mais on peut aussi, et c'est ce que fait le système CFML, on peut aussi ne pas simplifier cette formule, et au contraire, avancer dedans avec des tactiques Coq soigneusement construites qui permettent de faire une espèce d'exécution symbolique de ce truc-là tout en avançant dans la preuve, étant donné une postcondition. Et typiquement, par exemple, il y aura une tactique pour le if qui va vous faire 2 cas. Il y aura une tactique pour le let qui va vous demander la postcondition intermédiaire ou qui va vous permettre de fournir la postcondition intermédiaire ou essayer de l'inférer et ainsi de suite. Donc voilà l'idée générale des formules caractéristiques, et maintenant regardons plus précisément comment on traite les fonctions, l'appel de fonctions et les fonctions d'ordre supérieur, parce que c'est un peu le sujet du cours. Donc l'idée c'est de représenter les fonctions non pas par une fonction coq par exemple, parce que ça ne colle pas, une fonction coq c'est pur, ça termine, ça ne fait pas d'erreur, mais juste par un identifiant, un nom, une valeur d'un type abstrait, func, et un opérateur abstrait qui s'appelle appReturns, qui associe une formule caractéristique à chaque fonction. Donc appReturns, pour de type A et B, vous lui donnez un nom de fonction, et il vous renvoie la formule caractéristique. Très exactement. Et pour chaque argument x, il vous renvoie une formule caractéristique, c'est-à-dire, étant donné une postcondition, il vous renvoie la précondition. Donc appReturns FVQ, c'est la précondition de l'application f de v avec postcondition q. C'est ce qui doit être vrai pour que l'application de f à v ne fasse pas d'erreur et termine et si elle termine dans un état satisfaisant q. Et donc, dès que vous avez une définition de fonction, par exemple une définition globale, la avec f de x égale t, ou locale, ça va introduire une nouvelle constante f de type func dans votre environnement, et un axiome, ou une hypothèse, qui dit que si le corps de la fonction t, donc si la précondition de t avec postcondition q est vraie, alors appReturns fxq est vrai. Donc, a priori, le seul moyen de montrer que appReturns fxq est vrai, initialement,
seul moyen de montrer que AppReturns fxq est vrai, c'est de montrer que c'est vrai de l'implémentation concrète. C'est vrai du corps de la fonction. Et remarquez que si vous avez mis ça comme hypothèse, vous pouvez l'utiliser dans la démonstration, d'accord, donc ce qui permet de traiter aussi la récursion. Maintenant, on peut donner des spécifications de la fonction, sous forme essentiellement de triplet dehors. Ça devient d'autres lemmes sur AppReturns f. Donc, d'autres moyens de conclure que AppReturns f, x, q est vrai, sans retourner voir la définition de f. Et donc c'est simplement, voilà, donc pour tout x, si cette précondition p est vraie de x, alors AppReturns f, x, q est vrai. Et dans l'exemple précédent, la fonction de division par 2 par soustraction successive, voilà deux spécifications plausibles. Donc il y en a une qui dit pour tout n positif, si vous donnez 2 fois n à f, alors vous obtenez comme. Et si f termine, alors vous obtenez la valeur n en résultat. L'autre, équivalente, mais bon, juste pour montrer qu'on peut donner plusieurs styles de spec, c'est que si n est, pour tout n positif est pair, alors AppReturns f appliqué à n, s'il termine, vous donne une valeur v égale à n sur 2. Et donc maintenant, on peut démontrer ces specs en revenant sur la définition concrète de la fonction half. Et ça marche aussi bien pour des fonctions d'ordre supérieur. Donc si vous avez un paramètre f qui est une fonction, vous allez le spécifier par des hypothèses sur AppReturns de f. Donc toujours notre fonction app qui prend notre d'ordre supérieur, donc qui prend une fonction f et l'applique à la valeur 0. Toujours la même spécification, si f est à valeur positive, alors app de f renvoie un nombre positif. Ça va s'écrire maintenant comme ça. Donc pour tout f, en supposant que pour tout x, AppReturns f, x, le contrat, la valeur de résultat est positive. Donc si vous supposez ça de la fonction f qu'on vous donne un argument, alors app appliqué à f a comme satisfait la post-condition lambda v, v supérieur ou égal à 0. Et bien sûr, on peut faire des spécifications plus précises. Par exemple, que app de f satisfait toutes les post-conditions que f de 0 satisfait. Qui est vrai, vraiment, par définition, c'est trivial, mais ça s'énonce très joliment. Donc si en hypothèse, vous avez AppReturns f0 de q, et ça implique que AppReturns app f de q. Voilà, donc ça c'était une rapide présentation des formules caractéristiques pour les programmes purs. Maintenant, le système CFML traite également les programmes impératifs à la ML, donc avec des références vers des classes mémoire mutables. Et du coup, il fait ça avec une logique de séparation pour les assertions. Donc les préconditions sont des prédicats sur l'état mémoire heap, et les post-conditions, des prédicats sur la valeur de retour et l'état mémoire final. Et là, alors sans doute parce que les calculs de plus faibles préconditions en logique de séparation sont un peu lourds. Vous vous souvenez peut-être du 5e cours, on en avait parlé un petit peu. Donc Arthur Chargueroux, il a choisi comme formule caractéristique non pas une fonction qui, étant donné la post-condition, vous donne la précondition, mais une relation entre précondition et post-condition. Donc là, on a vraiment abstrait encore un cran de plus. D'accord. Notre formule caractéristique, c'est un prédicat à deux arguments, le premier étant une précondition et le second une post-condition. Et il est vrai, donc si et seulement si, essentiellement, le triplet dehors correspondant est vrai. Mais du coup, on peut à nouveau définir la formule caractéristique d'un terme de manière compositionnelle, avec des combinateurs qui combinent les formules caractéristiques des sous-termes, et étendre l'approche que j'ai esquissée précédemment. Voilà, donc c'était un aperçu un peu rapide de ce que fait le système CFML. Je vous encourage, si ça vous intéresse, à aller le voir. Donc, c'est du logiciel disponible sur le web avec pas mal de documentation aussi. Et maintenant, je voudrais passer à l'approche F-star, donc qui utilise des types dépendants et des monades
qui utilise des types dépendants et de la programmation monadique avec des monades qui permettent en même temps de vérifier et de spécifier en même temps que de programmer. Donc, si vous avez des types dépendants dans votre langage fonctionnel, comme en Agda, comme en Cog, comme en F-star lui-même, donc vous pouvez écrire des types qui vont combiner à la fois des types de valeurs, des choses qu'on calcule, et puis des propositions logiques, des choses que l'on démontre. Par exemple, le type pour tout x de type A, P de x flèche B, où P c'est un prédicat, c'est le type des fonctions qui prennent un x de type A et une preuve que x satisfait P, et vous renvoie une valeur de type B. Et pour appliquer une fonction comme ça, il va falloir fournir un terme de preuve qui montre que P de x est vrai. De même, vous avez des types sigma, donc qui sont des paires d'une valeur d'un certain type B et d'une preuve qu'un prédicat Q est vrai de cette valeur Y. Donc ça permet par exemple de représenter des sous-ensembles. Le sous-ensemble de Z composé des entiers premiers, par exemple, ou des choses comme ça. Et alors avec ça, on peut écrire des types horriblement précis pour des fonctions. Donc, par exemple, là, je vous ai montré la fonction racine carrée, donc qui, pour tout n, à condition que n soit supérieur ou égal à 0, vous renvoie un R qui satisfait cette proposition. R est positif ou nul, et n est encadré par R carré et R plus 1 au carré. Et du coup, ça commence à ressembler un peu à un triplet de OR. D'accord ? Donc ici, on a la précondition, et là, on a la post-condition. Et donc, l'idée, c'est que justement, on peut définir le triplet comme un type. Donc, ça va être un type grand M, qui a 3 paramètres, P, A, Q. P, c'est une précondition, A, c'est le type du résultat, Q, c'est une post-condition. Et donc, ça va être le type des calculs C qui calculent donc une valeur de type A et satisfont le triplet PCQ. Alors après, il va y avoir plusieurs types de calculs. Il y a des calculs purs et il y a des calculs avec effet. Donc, pour l'un calcul pur, on prend juste ce que j'avais esquissé sur le transparent précédent. P, donc c'est les fonctions, le P flèche une paire d'un petit a de type A et d'une preuve de Q de A. Et ça se lit comme, voilà, si vous me donnez une preuve que P est vrai, alors je vous donne une valeur A qui satisfait Q. Bon. Et ce type forme une monade. Alors, au sens où on a les deux opérations de base d'une monade, on peut injecter des calculs simples dans la monade, et puis on peut composer un calcul M et un calcul F en séquence. Alors la définition des opérations n'est pas très intéressante. Ret de V, c'est essentiellement renvoyer une paire avec V comme valeur, et puis, je crois d'ailleurs c'est la preuve petit p comme preuve. Et bind de M et de F, c'est essentiellement donc prendre une preuve P de la précondition, exécuter M, extraire le résultat de M et la preuve de la postcondition de M, et passer ça à F. Bon, donc c'est pas une monade très intéressante, c'est plus ou moins une monade d'état d'ailleurs, mais c'est les types de ces opérations qui sont intéressants. Donc le type de ret, alors un des types qu'on peut donner, c'est celui-ci, même si ce n'est pas tout à fait celui que je voulais. Donc si la précondition P est vraie, alors on renvoie une valeur V, une valeur qui est égale à A, pardon, et la précondition est toujours vraie. Pour le bind, donc si notre calcul, le premier argument a une précondition P et une postcondition Q, et que notre deuxième argument, c'est une fonction qui, pour tout x, est un calcul qui a une précondition Q de x, donc la postcondition du précédent, et une postcondition R, alors on a un calcul de précondition P et de postcondition R. Donc c'est un peu la règle de la séquence, ou la règle du let, la règle de la séquence en logique de Hoare, ou la règle du let dans le langage PTR. D'accord ?
Donc si c'est L triplet PCQ, et si pour tout x c'est prime L triplet Q de XR, alors let L de triplet PR, et c'est exactement ce qui est écrit dans ce type ici. Alors maintenant, on peut construire d'autres monades, et en particulier donc, celle qui s'appelle la monade de Hoare dans les écrits de Nanevsky et ses co-auteurs. Donc c'est une monade pour l'état mutable. Donc la monade d'état usuel, c'est donc un calcul d'impératif qui renvoie une valeur de type A. C'est une fonction qui prend l'état mémoire state avant et qui vous renvoie la valeur A et l'état mémoire après. D'accord ? Et donc la monade de Hoare correspondante, donc maintenant la précondition, c'est une assertion sur les états. La postcondition, c'est une assertion sur la valeur et sur l'état final. Et donc un calcul de type A avec précondition P, postcondition Q, c'est une fonction qui prend l'état mémoire initial, une preuve qu'il satisfait la précondition P, et qui vous renvoie une paire d'une valeur et d'un état mémoire final, les deux satisfaisant la postcondition Q. D'accord ? Et ce qui est assez joli, c'est que ret et bind ont les mêmes types que ce qu'on a vu avant. En particulier, la composition bind. Et tout simplement parce que ce sont les règles dans la logique de Hoare du skip, enfin de renvoyer une valeur pure, ou de composer de calcul. Et puis, comme on est dans une monade d'état, on peut aussi donner des types pour les opérations sur l'état mutable. Et les types, alors j'aime bien les exprimer avec des prédicats de logique de séparation, parce que c'est quand même plus clair. Et les types, ils correspondent exactement aux grandes règles de la logique de séparation. Donc grandes au sens où il faut une précondition et une postcondition qui parlent de l'ensemble du tas. Mais par exemple pour get, si la précondition c'est mon tas à l'adresse L, il est à l'adresse V, il y a la valeur V et puis d'autres choses R, alors je vais renvoyer un résultat, une valeur résultat qui est égale à V, et j'aurai toujours à l'adresse L la valeur V et grand R. L'affectation de la valeur V à l'adresse L, c'est précondition, l'adresse L est valide et autre chose, postcondition, l'adresse L contient V et la même chose qu'avant. Donc même chose pour l'allocation et la libération. Et alors on peut aller un cran plus loin, on peut retrouver les petites règles et gagner au passage la règle d'encadrement en quantifiant sur tous les encadrements. Donc maintenant on a une autre monade de Hoare, ST-SEP, qui est comme la précédente, sauf qu'on quantifie, donc on encadre systématiquement la précondition et la postcondition par n'importe quelle condition cadre R. Du coup, la règle d'encadrement, de raisonnement d'encadrement, ça se présente comme une fonction de retypage. Encadré par R, vous écrivez dans le programme frame de R, vous l'appliquez à un calcul de précondition P et de postcondition Q, et vous obtenez un calcul de précondition P et R et de postcondition Q et R. Alors du coup, on retrouve les petites règles, donc on est content, on a une logique de séparation presque usuelle. Alors autre chose qu'on peut faire aussi, et juste pour mémoire, mais c'est ce que Nanevsky et ses co-auteurs font dans leur implémentation Why Not de ce système, c'est en fait ils utilisent une logique de Hoare qui est relationnelle. Donc la postcondition parle à la fois de l'état initial et de l'état final. Alors la raison c'est d'éviter des variables auxiliaires dans certaines règles. Par exemple ici on a une variable auxiliaire V qui décrit la valeur de la case mémoire et qui n'est plus nécessaire. En revanche, ça donne des types diablement compliqués pour le bind notamment, dans la composition séquentielle. Bon. Donc je le mentionne juste si vous allez voir les articles correspondants et vous verrez qu'il y a ces deux styles, monade de Hoare simple et monade de Hoare relationnelle. Alors un petit bilan, et puis on va finalement passer à l'approche F-star. Donc on est vraiment dans une logique de type dépendant. Donc c'est une approche où on programme et on vérifie en même temps. Si vous avez programmé un peu en Agda, par exemple, c'est tout à fait l'approche standard dans ce langage. Mais en plus, on peut utiliser des effets, à condition donc de placer la programmation dans un style monadique, et on vérifie dans un style logique de Hoare,
ou de logique de séparation. Donc, d'un côté, ça a l'air intéressant, de l'autre, c'est un peu difficile l'emploi. Donc, je mentionnais why not, ce plongement dans Coq. C'est difficile l'emploi parce qu'il y a peu d'inférences, des assertions intermédiaires. Donc, pendant qu'on programme, il faut aussi annoter avec beaucoup d'assertions intermédiaires. Et puis, pendant qu'on programme, il faut insérer des fonctions de retypage qui matérialisent les règles purement logiques. Donc, on a vu par exemple la règle pour de retypage pour l'encadrement. Ça veut dire que quand vous programmez, il faut aussi avoir en tête à quel moment vous allez appliquer la règle d'encadrement pour la vérification. Et même chose pour les règles de conséquence. Par exemple, ici, c'est la règle de conséquence sur la précondition, donc qui vous permet de transformer un calcul avec précondition P en un calcul en précondition P', à condition de donner une preuve que P' implique P, mais il faut aussi insérer ça explicitement. Donc, ce que fait F-star, c'est en gros utiliser des types dépendants pour programmer et vérifier en présence d'effets. Donc, en gros, la même chose, mais avec plusieurs différences qui font que c'est plus simple et que ça fonctionne mieux. Alors d'abord, ils n'emploient pas des monades de Hoare, ils emploient des monades dites de Dijkstra. Donc, la différence, c'est que c'est des monades qui calculent les préconditions au lieu de calculer des triplets, au lieu d'énoncer des triplets de Hoare. Donc la même différence qu'entre les triplets de Hoare et les plus faibles préconditions de Dijkstra. Et puis ils ont un typeur spécifique, donc qui n'est pas celui de Coq ou de Agda, qui est leur typeur à eux, qui est capable d'inférer des conditions de vérification et de les envoyer ensuite à des démonstrateurs automatiques. Et enfin, ils ont une hiérarchie d'effets, qui se traduit par une hiérarchie de monades, qui permet de traiter chaque partie du code avec le minimum d'effets nécessaires. Si vous avez une grosse partie de code qui est pure et une petite partie qui utilise des références, seule la petite partie sera vraiment à vérifier dans la monade avec les références, et le reste pourra être vérifié dans la monade pure, qui est beaucoup plus simple. Alors, ces fameuses monades de Dijkstra, donc là aussi, c'est vraiment de l'ordre supérieur dans tous les sens. Donc, n'ayez pas peur si ça donne un peu le vertige parfois. Donc l'idée, c'est que pour décrire un calcul C, au lieu de considérer ces pré- et post-conditions, PQ, et les triplets PCQ, on va considérer des transformateurs de prédicats, donc des fonctions W, qui étant donné une post-condition vous donnent une précondition, et des triplets qui sont de la forme W de Q, C, Q, pour toutes les post-conditions Q. D'accord ? Donc c'est un autre moyen de spécifier les choses. Alors, là c'est quoi ? C'est l'exemple de la monade d'état. Donc on a un type pour les préconditions, qui sont des assertions sur l'état. Un type pour les post-conditions, qui sont donc des assertions, des prédicats sur la valeur de type A et l'état final. Donc les transformateurs des prédicats, c'est des fonctions de type post de A flèche près. Et un calcul dans cette monade d'état, il y a deux paramètres. Il y a le type du résultat et il y a le contrat, W, qui est un transformateur d'état. Et donc ce type, il est définissable comme ceci. Donc pour toute post-condition Q et tout état mémoire initial S, si S satisfait la précondition, qui est W de Q, alors on obtient en résultat une paire d'une valeur A d'un état mémoire S' qui satisfont la post-condition Q. Ceci pour tout Q. Alors avec ça, on peut donner des types pour ret et pour bind. Et alors, en fait, c'est une caractéristique de cette approche que pour chaque opération, il y a aussi de calcul, petit ret, petit bind, il y a aussi un transformateur de contrat, grand ret, grand bind, qui en fait spécifie l'opération. Donc par exemple, c'est quoi le transformateur qui spécifie l'opération, donc renvoyer la valeur V? Eh bien, c'est dire, pour toute post-condition Q, il faut que Q soit vrai de V. Et c'est effectivement la plus faible précondition pour l'opération. Et du coup, on montre que ret a un type de la forme st de A, grand ret de V, et une définition qui est triviale. Alors pour le bind, ça se complique un petit peu. Donc on a un transformateur W1 au type A qui nous spécifie la première partie du calcul, M, donc STAW1, et puis un transformateur W2 paramétré par une valeur de type A et qui transforme donc des specs sur B, et donc une fonction F qui pour tout A est un calcul avec le contrat W2 de A.
alors le bind, c'est un calcul avec le contrat grand bind de W1, W2, et grand bind, c'est essentiellement la composition des deux contrats, W1 et W2. Et donc ce qui est joli, ce qui est joli là-dedans, c'est que ret et bind ont toujours les types de cette forme, quelle que soit la monade de Dijkstra considérée. Ce qui change pour chaque monade, bien sûr, c'est l'aspect, c'est les transformateurs de prédicats, grand ret et grand bind. Et alors l'autre remarque qui donne un peu le vertige aussi, c'est que grand ret et grand bind eux-mêmes forment une monade. Donc les spécifications sous forme de transformateurs se combinent comme une monade. Donc ici, c'est essentiellement la monade de continuation. Et ben maintenant, si on veut donner des specs et définir les opérations sur la mémoire, ben ça suit le même patron. Donc pour chaque opération, on donne une spec, grand get, grand set, grand alloc, grand free, sous forme de transformateur de prédicat. Et maintenant, on énonce ou on montre, on donne une implémentation de get, de set, de alloc et de free qui vérifie ce contrat. Alors, dans F star, il y a certains effets comme l'effet state, état mutable, qui en fait sont simplement axiomatisés, parce que F star, après, extrait vers des langages comme F sharp ou Camel, qui ont ces effets primitifs, d'accord ? Donc on n'a pas besoin de les exprimer sous une forme monadique usuelle. Donc voilà, donc certains effets en F-star sont juste axiomatisés parce que ce sont les effets du langage d'exécution à la fin, mais on peut aussi définir ses propres effets par ses propres monades et du coup non plus les axiomatiser, mais les vérifier. Alors, il y a d'autres monades qu'on peut utiliser. Par exemple, là, je vous montre la monade pour les exceptions. Juste pour vous faire remarquer que ce qui change, c'est les post-conditions. Les post-conditions maintenant portent sur les deux types de résultats possibles pour un calcul de type A, donc soit une valeur de type A, soit une exception non rattrapée. Donc du coup, les post-conditions changent, et du coup, la monade EXN, elle a pour type, donc si la précondition W2Q est vraie, alors vous obtenez un résultat R qui est de type A plus EXN qui satisfait Q. Et du coup, la spec du return, grand ret, c'est Q est vrai de l'injection de la valeur V, donc ça c'est l'injection dans A pour le type A plus EXN, et le bind, le contrat du bind doit prendre en compte la propagation des exceptions. Si votre premier calcul W1 produit qu'un résultat R qui est right, donc qui est de type EXN, alors le deuxième calcul est court-circuité et vous propagez immédiatement l'exception. Et sinon, si le premier calcul a terminé avec une valeur normale, alors vous faites le deuxième calcul. Voilà. Et donc, oui, comme je le mentionnais, une caractéristique de F-sharp, c'est d'avoir plusieurs monades organisées en hiérarchie. Donc, à la base, il y a la monade des calculs purs, où il n'y a vraiment aucun effet. Au-dessus, avec un peu plus d'effet, il y a la monade div, où les calculs peuvent diverger. Donc il n'y a toujours pas d'état mutable, mais les calculs peuvent diverger. Il y a une variante de la monade pure qui s'appelle Gauss, qui sert à marquer justement des calculs qui sont purement logiques, qui n'ont pas besoin d'être extraits. Et puis, au-dessus de la monade div, vous pouvez ajouter de l'état mutable ou des exceptions. Et puis, il y a une monade all qui combine tous ces états et qui correspond à peu près aux deux langages d'extraction, au Camel et F sharp. Après, alors dans des articles ultérieurs, ils ont aussi introduit d'autres monades, par exemple d'états qui évoluent de manière monotone. Mais l'idée, c'est qu'on a une hiérarchie au sens où chacune des flèches de ce diagramme correspond à un transformateur de monade. Si vous avez un calcul, par exemple, dans la monade XN, avec un contrat W, vous pouvez le transformer systématiquement en calcul dans la monade All, en changeant un petit peu, en changeant de manière systématique le contrat. Et du coup,
le tipeur de F# est capable d'inférer la plus petite monade nécessaire pour faire le calcul. Ça revient un peu à une inférence d'effet dans un système de type et d'effet, pour ceux qui connaissent. Et par exemple, l'exemple typique, c'est la règle du let, la composition séquentielle de deux calculs E1 et E2, qui peuvent être typés dans des monades différentes, M1, M2, mais à ce moment-là, le tipeur donc, cherche une monade M qui est la borne supérieure des deux. Par exemple, je ne sais pas si vous êtes dans div et dans st, il va prendre st. Si vous êtes dans st et dans xn, il va prendre all. Et va automatiquement introduire, transformer donc, les contrats W1, W2 avant de faire le bind. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette approche F-star. Et donc, on en arrive à la fin de ce cours. Donc, je vais déjà faire un petit point d'étape sur donc c'est cette question, donc quelle logique de programme pour les langages fonctionnels. Alors, on a vu quelques exemples, et je pense que F-star est sans doute l'exemple le plus abouti aujourd'hui, en ce sens où donc non seulement c'est un système qui existe et que vous pouvez utiliser, mais qui a été utilisé pour vérifier des codes importants, donc des bibliothèques de primitives cryptographiques et de protocoles cryptographiques comme le protocole TLS, celui qui sécurise les connexions là, sur les sites web HTTPS, en HTTPS. Et il me semble que si vous faites tourner Firefox ou certains logiciels Windows, eh bien vous utilisez une bibliothèque de cryptographie qui en fait a été spécifiée et vérifiée en F-star. Alors bien sûr, d'autres approches sont possibles. Donc on a vu l'approche CFML qui s'appuie davantage sur une preuve interactive et qui n'utilise pas de type dépendance, seulement une logique d'ordre supérieur. On a vu l'approche Iris, entre guillemets, donc, qui consiste à repartir d'une logique de séparation et d'ajouter juste ce qu'il faut pour avoir des fonctions comme valeur de première classe. Et je pense qu'il n'y a pas de consensus entre toutes ces approches, et il y a sans doute d'autres approches qui restent à explorer. Alors dans tous les cas, on se rend compte que les fonctions d'ordre supérieur, qu'on a typiquement dans des bibliothèques sur des structures de données. Alors je pense par exemple aux map, alors sur des listes, des ensembles, des arbres, etc. Map, appliquer une fonction à tous les éléments de la structure. Iter, faire un parcours complet. Fold, faire un parcours en accumulant un résultat. Donc toutes ces fonctions, quelle que soit l'approche, sont difficiles à spécifier. Et souvent la spécification est beaucoup plus grosse que le code lui-même de la fonction, ce qui est assez énervant. Et alors c'est particulièrement vrai en présence d'états mutables, donc soit si la structure elle-même est mutable, soit si la fonction que vous itérez a des effets de borne. Donc là, c'est vrai que c'est un peu irritant. On est presque tenté d'expanser la fonction d'ordre supérieur en place et puis ensuite de refaire un raisonnement, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et en fait, bon, je vais terminer par un puzzle. Il y a vraiment des fonctions, des mélanges d'ordre supérieur et d'états mutables qui sont vraiment bizarres. Donc ça, c'est un des exemples embarrassants, awkward examples, qu'on trouve dans la littérature, notamment dans les articles de Pitts. Donc c'est une fonction qui a un état interne, une référence, initialisée à 0. Et donc c'est une fonctionnelle, pardon, donc elle prend une fonction f, elle énonce le fait que R est pair, incrémente R, appelle F, incrémente R. Alors on peut se dire, c'est vrai que ici, là, pendant l'appel de F, l'invariant est cassé, R est impair, mais comme R est local à cette fonction, elle est visible de personne, donc l'appel de F ne va pas pouvoir ni modifier R, ni observer sa valeur. Sauf que, si vous appliquez awkward à elle-même, d'accord, donc si cet appel de f ici, c'est en fait un appel à awkward, eh bien, vous observez une valeur de R qui est impair, et donc l'assertion est fausse. Donc voilà, donc là on a un exemple de problème de réentrance.
s'appelle. Et c'est très très difficile de donner des spécifications qui prennent ça en compte. Donc, quelques pointeurs, si vous voulez en savoir plus. Sur le langage F-star, tout est disponible, implémentation, documentation, articles de recherche sur ce site. Et même chose pour le système CFML. Donc, le traitement des fonctions comme valeur de première classe en logique de séparation est très bien expliqué donc, dans ces notes de cours de Birkedal et Bisjak. Chapitre 4, 5, 6, en particulier l'exemple de l'objet compteur que j'ai repris. Et puis, ça nous amène à la fin de ce cours, à la fin de cette séance sur les logiques de programme. Alors, je n'ai pas vraiment préparé de conclusion, parce que ce serait un peu présomptueux de toute manière. C'est un sujet qui est aussi vieux que l'informatique lui-même. On l'a vu apparaître en 1949 dans cette note mythique de Turing, et qui continue à évoluer en même temps que les langages de programmation, et les techniques de vérification, et ce qu'on sait de manière générale sur le logiciel. Mais bon, donc juste quand même pour faire un petit point, un petit bilan. Donc bon, on part de quelques idées fortes, même vraiment très très fortes. L'idée de mettre des assertions logiques dans les programmes pour mieux les comprendre, l'idée de les vérifier de manière déductive, ça apparaît dès les travaux de Turing, et puis chez Floyd ensuite. L'idée que tout ça doit être compris comme une logique, donc l'idée de Hort, comme une logique, mais pas une logique dont les objets sont les programmes. L'idée qui arrive au début des années 2000, qu'il faut savoir raisonner non seulement sur des valeurs, mais aussi sur des ressources et sur la séparation entre ces ressources. Donc ça, c'est la grande idée de Reynolds et de O'Hearn dans les logiques de séparation. Et puis, ces quelques idées sont merveilleusement développées dans de très nombreuses directions. Alors, on en a vu quelques-unes. Par exemple, il y a 2 semaines, on parlait de crédit de temps et d'analyse de complexité. La semaine dernière, on parlait de mémoire faible, faiblement cohérente, et aujourd'hui, on parle de fonctions d'ordre supérieur. Et donc, on est vraiment dans... Ça part un peu dans tous les sens, mais il y a quand même une unité derrière tout ça, qui sont justement les logiques de programme. Ce qui est frappant aussi, c'est à quel point donc, les logiques de programme sont utiles, sont efficaces pour maîtriser la programmation de bas niveau. D'accord. En particulier les logiques de séparation qui arrivent à parler de pointeurs, d'arithmétique de pointeurs, de désallocation explicite, de parallélisme à mémoire partagée, de mémoire faiblement cohérente, des low-level atomics de C++ 2011. Donc des choses qui sont horriblement bas niveau et horriblement difficiles à maîtriser, et que ces logiques de programme arrivent à présenter de manière beaucoup plus abstraite. Une fois qu'on a un prédicat de représentation en logique de séparation, que la liste soit implémentée avec un double chaînage ou des pointeurs avec des XOR dedans, on a oublié, d'accord, on manipule des listes. Et d'un autre côté, on peut dire aussi que c'est peut-être moins efficace si votre langage est de plus haut niveau. Bon, on l'a vu, par exemple, le traitement des fonctions comme valeur de première classe n'a rien de particulièrement élégant ou léger. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a vu également ? On a vu qu'il y avait des outils de qualité qui implémentent tout ça et le mettent en pratique. Donc on l'a vu dans les séminaires, là j'en ai mentionné quelques-uns aussi pour les langages fonctionnels, et qui ont quand même des utilisations pour vérifier quelques logiciels critiques, bon, pas encore énormément. Voilà, donc, alors bien sûr, c'était qu'un aperçu du domaine, mais en tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir de présenter cela et justement de vous montrer quelques-uns de ces très beaux résultats, parce que c'est un domaine qui est vraiment plein de belles idées et de beaux résultats, ça pétille d'intelligence, et voilà, et ça m'a fait plaisir donc, de partager ça avec vous. Donc je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout.